Bonjour, la vidéo qui suit est issue d'un long travail de recherche effectué par Thomas, un simple citoyen. La singularité de sa démarche est qu'il s'est efforcé de remonter à la source d'origine des informations. Ces vidéos ne prétendent pas délivrer de vérité. Elles sont mises au service du discernement de chacun. Pour en savoir plus sur ma démarche, je vous renvoie à la vidéo de présentation en lien dans la description. L'Union européenne était une invention américaine, et il est peut-être utile en cette période de s'en souvenir. C'est la politique américaine qui conditionne la politique européenne. Les États-Unis, déjà face à l'Union soviétique, avaient voulu organiser en Europe quelque chose qui soit une zone, sorte de contre-feu à l'Union soviétique. Évidemment, la Seconde Guerre mondiale a changé complètement le contexte. Et les Américains qui avaient organisé des réseaux pour diffuser cette politique ont considéré naturellement, en partant des traités de Westphalie et de la situation de l'Europe autrefois, que les nations en Europe, c'était la guerre. Donc il fallait les supprimer, les nations. Il fallait donc supprimer les États et les nations souveraines. Ça a été dit expressément. Ça a été dit par Bush, ça a été dit d'abord par Monnet, qui était d'ailleurs un agent américain. On sait même combien il a été rémunéré, puisque maintenant c'est déclassifié. Mais il était convaincu. Bon. Par conséquent, il a un jour dit ces propos: la paix ne renaîtra pas en Europe si les nations se reconstituent à partir de la souveraineté. Il faut que les peuples fassent une fédération portant un socle économique commun. Autrement dit, ce que les Américains souhaitent, c'est une Europe économique et pas politique. Tout le scénario depuis le début est justement cette lutte entre une politique américaine qui est celle de la disparition du politique en Europe et la volonté de De Gaulle qui veut maintenir une politique en Europe, et Adenauer aussi. C'est d'ailleurs là-dessus qu'ils étaient d'accord. Aux Archives nationales de Washington, le professeur Joshua Paul est tombé sur des documents déclassifiés de la CIA. Il en ressortait que depuis les années 40, la CIA prévoyait de remplacer les États indépendants européens par une Europe centralisée. Parce qu'il serait trop difficile de contrôler une douzaine de pays, et même 2 douzaines avec l'Europe de l'Est aujourd'hui, parce qu'ils pourraient se mettre des bâtons dans les roues. Donc, la CIA voulait un gouvernement central pour dominer.
On a coutume de dire que le plan Marshall était une invention des États-Unis, ayant pour but de faire un énorme cadeau à l'Europe. Pas du tout. Il s'agissait en fait d'une série d'investissements destinés à orienter et réorganiser l'Europe. L'idée était d'amener les pays européens à dépenser ces fonds d'une certaine manière. Ils ont aussi exporté des idées. En Allemagne, on s'est mis à diriger les entreprises et les écoles dans un tout autre esprit. Et on ne pratiquait plus la politique de la même façon. Tout était calqué sur le modèle américain. À terme, vous finirez par créer un grand marché européen. Il sera intégré aux États-Unis et activé par le moteur du libre-échange américain. Et vous, ouvriers, vous aurez un meilleur niveau de vie, surtout si vous n'avez ni syndicat ni parti communiste. Le plan Marshall était en fait un énorme compromis basé sur un effet de levier. On sait aujourd'hui qu'il n'a représenté que 5% des fonds investis dans la reconstruction entre 1947 et 1951. Les accusations les plus graves portées aux dirigeants de la Réserve fédérale sont qu'ils seraient responsables de 3 des plus grandes tragédies du XXe siècle. La Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale et la Grande Dépression. La guerre est probablement l'activité qui génère le plus de profit pour un banquier international. Par conséquent, dans l'histoire de l'Europe et de l'Amérique du Nord depuis 300 ans, on voit des banquiers internationaux qui aident les nations belligérantes des deux côtés de la ligne de front. Ils essayaient de provoquer une guerre en Europe depuis 1885, mais les banques centrales d'Europe avaient déjà ruiné toutes les nations européennes. Le seul argent qui restait était aux États-Unis. Pour y avoir accès, ils devaient imposer une banque centrale au peuple américain. Après la Première Guerre mondiale, le sénateur Gerald Nye a organisé une commission devant laquelle il a traîné les plus gros financiers et industriels pour examiner les profits qu'ils avaient réalisés au cours de la guerre. La guerre est très profitable et quiconque dit le contraire est menteur ou fou. Ils ont réussi à nous faire entrer dans la Première Guerre mondiale. En fait, grâce à eux, la guerre a continué pendant 2 années supplémentaires. Il y a plusieurs personnes qui croient que toutes les guerres de ce siècle ont eu lieu pour qu'un petit groupe de financiers puisse faire des profits. Des gens qui sont dans la sphère d'influence du groupe Bilderberg et de la commission trilatérale. Prenons la guerre des Balkans. Qui a fourni des armes à Milosevic? Ce sont les Soviétiques. Qui finance l'industrie militaire de l'Union soviétique? Les États-Unis et les banquiers européens. Les banquiers ont toujours financé les deux camps lors de conflits majeurs. Les conflits entraînent le progrès, les conflits contrôlés entraînent un progrès contrôlé. Chaque guerre importante amène son lot de ventes d'armements et de prêts gouvernementaux. Les gens doivent payer des intérêts à la banque. Voilà de l'argent créé à partir de rien. C'est vrai que dans tous les pays européens, il y avait des industriels qui rêvaient de l'arrivée sur leur scène politique d'un messie fasciste. Parce que partout, ils étaient mécontents de la démocratie
où les partis de gauche et les syndicats jouaient un rôle trop important à leurs yeux, et où les salaires étaient trop élevés à leurs yeux, surtout à cause, dans le contexte de la crise économique. Et ils savaient, partout, les industriels et les banquiers savaient qu'ils pouvaient compter sur un fasciste pour baisser les salaires, éliminer les syndicats, éliminer les partis de gauche. Le prototype de tout cela avait été Mussolini en Italie, et en 1922 déjà. Et en 1933, c'est l'Allemagne qui suit l'exemple avec l'arrivée au pouvoir d'Hitler. Hiroshima et Nagasaki auraient provoqué la capitulation du Japon. C'est quelque chose effectivement qu'on pense, qu'on croit dans le grand public depuis la fin de la guerre. Oui. C'est ce que les Américains ont dit dès la fin de la guerre. Et dans votre livre, en fait, non, pas du tout. C'est pas Hiroshima. Enfin, pas du tout. J'exagère. Ça n'a pas suffi.
Ça n'a pas suffi, il y a eu deux grandes causes. Il y a eu bien sûr le double bombardement atomique de Nagasaki et d'Hiroshima, et puis il y a eu quelque chose qui est beaucoup moins connu du public français, c'est une gigantesque offensive terrestre soviétique en Mandchourie et en Corée. C'est le 8 août qu'elle est déclenchée. C'est le 8 août, c'est-à-dire elle est déclenchée entre les deux bombardements atomiques, ou quelques heures avant le deuxième bombardement atomique. Alors il y a des tas de raisons qui ont fait que les Américains ont immédiatement dit la guerre s'est arrêtée du fait des bombardements nucléaires. La première, c'est évidemment qu'ils ne voulaient pas laisser une part dans la victoire aux Soviétiques, qui sont déjà leurs ennemis idéologiques. Pour preuve, ils vont les évincer de l'administration du Japon juste après les bombardements de Hiroshima et de Nagasaki. Le deuxième point, c'est qu'il fallait justifier devant le contribuable américain l'immensité des dépenses qui ont été engagées pour mettre au point ces deux armes. Donc ils ont eu intérêt, bien entendu, à gonfler l'effet, l'impact politique des deux armes atomiques. Aujourd'hui, on revient à des conceptions un peu plus posées et on montre qu'en réalité, les militaires et l'empereur japonais ont eu terriblement peur d'un débarquement soviétique qui, alors là, pour le coup, aurait transformé la structure, non seulement politique, mais également économique et sociale de leur empire.